Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de notre première semaine de Maths 114 en zone rouge. Donc, pour cette troisième vidéo, on va commencer la section 3.7 qui parle des arbres. Donc, sans plus tarder, on se lance directement avec la définition 3.49. Donc, si on considère un graphe G, et on va dire que ce graphe-là s'appelle un arbre libre si jamais il est connexe et il contient aucun circuit. On va parler d'une forêt si jamais il n'est pas connexe, donc il y a plusieurs composantes connexes, mais que chacune de ces composantes connexes-là est un arbre. Et on va parler d'un arbre avec racine si jamais on a un arbre dans lequel on a identifié une racine. Donc, il n'y a rien de tel que des exemples pour être sûr qu'on comprend bien de quoi on parle. Donc, on va considérer l'exemple 3.50 ensemble. Donc, pour la définition A, on veut un arbre. Donc, pour être sûr d'avoir un arbre, on a besoin de quelque chose qui est connexe et qui n'a pas de circuit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours identifier le voisin d'un de mes sommets en descendant. Donc, si mon premier sommet ici a deux voisins, je peux l'identifier comme ça ici. Et tous les voisins subséquents, je vais toujours les prendre en descendant. Donc, peut-être que lui ici a deux voisins comme ça ici. Peut-être que lui à droite en avait juste un. Puis peut-être qu'ici, il y a juste le truc du milieu qui a des voisins. Et peut-être que ça finit là. Donc, ça ici, c'est un arbre, donc c'est connexe et il n'y a aucun circuit dans cet arbre-là. Donc ça ici, là, ça serait vraiment mon exemple A. Donc l'exemple A, ce serait juste ça ici. Mon exemple B, j'ai besoin de plusieurs arbres qui ont... En fait, j'ai besoin de plusieurs arbres pour avoir une forêt. Donc c'est la même chose ici dans la théorie des graphes. Donc on a un premier arbre en A, on va aller en dessiner un autre. Donc peut-être que j'ai un point ici, donc qui parle à deux personnes. Ensuite, peut-être que lui descend comme ça. Ça peut être très long. Et peut-être qu'on a deux sommets ici. Et peut-être que c'est juste ça mon arbre. Donc, l'exemple B, là, pour avoir une forêt, il faut avoir au moins un arbre. Donc, on peut avoir plus qu'un arbre. Donc, l'exemple B, ce serait les deux arbres qu'on a ici qui forment une forêt. Enfin, on a besoin d'avoir un arbre avec racine pour la troisième définition. Donc, on pourrait avoir un point de départ ici que j'identifie comme étant R pour être ma racine. Donc, on peut peut-être l'écrire là. R pour racine. J'aurais pu l'appeler n'importe comment, j'aurais pu l'appeler A, j'aurais pu l'appeler petit chat, mais j'ai décidé de l'appeler R pour identifier vraiment quel point faisait ma racine. Et après ça, ben, on peut avoir là, un arbre comme d'habitude, donc peut-être quelque chose qui est un peu plus intéressant que les autres, donc qui descend à beaucoup d'étages. Mais toujours en est-il là, que l'idée, c'est vraiment juste d'avoir encore un arbre où on a un point spécifique là, qui correspond à notre racine. Donc, typiquement, la racine, ça va être comme le point de départ. Puis, ça a plus d'intérêt en informatique, là, mais il y a vraiment une utilité à identifier spécifiquement c'est quoi la racine d'un arbre qu'on est en train de développer différents programmes. Donc, ce qu'on va faire, en fait, à partir de maintenant, c'est qu'on va aller étudier étudier sommairement, là, deux applications spécifiques des arbres. Donc, la première est en informatique dans les compilateurs. Donc, un compilateur, c'est quoi? Ben, c'est un programme qui va venir transformer du code, donc du code que nous, on a écrit, donc du code source qui est écrit en C++, en ce que vous voulez. Et ce qu'il va prendre, c'est qu'il va aller le transformer. Il va aller le transformer en code objet. Donc, ça va être quelque chose que la machine, l'ordinateur peut lire, peut comprendre. Et ça va venir ensuite exécuter le programme. Donc, peut-être qu'on a un compilateur qui nous permet d'aller résoudre un peu l'équation qu'on a là. Pas l'équation, mais d'aller juste calculer la valeur de cet objet-là. Donc, si on a x, y, z qui sont des variables, quand on pitch des chiffres là-dedans, il faut que ça nous retourne une valeur. Comment est-ce que l'ordinateur va réussir à faire ça? Ben, il va utiliser la structure d'un arbre pour être sûr de faire la priorité des opérations dans le bon ordre. Donc, il va regarder, puis il va dire, bon, moi, éventuellement, je vais avoir un résultat final. Ce résultat-là, je vais l'obtenir à partir de trois choses. Je vais l'obtenir à partir de ma valeur de x. Je vais faire une addition et je vais utiliser un autre terme que je ne connais pas. Ce terme-là, ben, je vais l'obtenir à partir de d'autres choses. Je vais l'obtenir à partir d'une ouverture de parenthèse, un terme qui se trouve dedans et une fermeture de parenthèse. Le terme à l'intérieur, lui aussi, je vais l'obtenir à partir de plusieurs choses. Donc,
un certain terme inconnu auquel je vais ajouter quelque chose et un autre terme inconnu. Le terme inconnu à gauche, ça correspond à quoi? Ben, ça correspond à mon YZ qui est là. Donc, qu'est-ce que c'est ça en fait? Ben, ça correspond à Y multiplication avec Z. Et là ici, ben, c'est la fin de cette branche d'arbre-là. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a X fois une certaine parenthèse. Donc, le terme de droite, ça va être quoi? Ça va être X auquel on multiplie une certaine parenthèse, donc une valeur qu'on ne connaît pas encore. Cette valeur-là, c'est quoi? Ben, c'est un petit peu la même logique que tantôt. On a une ouverture de parenthèse, on a un terme et on a une fermeture de parenthèse. Et finalement, dans cette dernière parenthèse-là, il nous reste à aller mettre Y qui va être additionné à Z. Et donc, la structure pour aller calculer la valeur de cette chose-là, peu importe c'est quoi les valeurs de X, Y, Z, ça va être l'arbre qui est vraiment ici. Et donc, ça peut avoir l'air un peu complexe tout ça, mais c'est vraiment de cette manière-là qu'on implante différentes choses dans les ordinateurs. La structure d'arbre est très présente pour diverses choses qui sont en lien avec les nombres, mais la théorie des graphes aide beaucoup en informatique. Une autre application qu'on a, c'est une application en chimie. Donc, en chimie, des fois, on voit les isomères. Donc, des isomères, c'est quoi? C'est des molécules qui ont la même formule brute. Donc, par exemple, pour ici, on a le butane. Donc, le butane, la formule brute du butane, c'est C4H10. Donc, ça veut dire qu'on retrouve 4 molécules de carbone, 10 d'hydrogène. Et donc, on peut avoir des isobutanes. Donc, des isobutanes ici qui correspondent essentiellement à la même chose. On a encore 4 symboles de carbone et on en a 10 des symboles d'hydrogène. Par contre, la structure est vraiment pas la même. Donc, on va avoir des formules développées ou des formules stéréochimiques qui sont différentes et donc n'auront pas exactement les mêmes propriétés. Donc, ben, on peut représenter ces isomères-là. Donc, de manière qui utilise un graphe. Donc, pas nécessairement un arbre, mais qui utilise un graphe. Et on est capable de montrer que ces deux choses-là sont différentes en utilisant encore une fois la théorie des graphes. Donc, on pourrait l'écrire ici, là, remarque. On peut montrer que ces isomères sont différentes. Puis là, on va écrire même si, deux points. Donc, ces deux graphes-là partagent beaucoup de choses. Donc, ils ont le même nombre de sommets. Donc, si on se rappelle, c'est un invariant qu'on a vu dans la dernière vidéo. Ils ont le même nombre d'arêtes. Donc, ça aussi, c'est un invariant qu'on a vu dans la dernière vidéo. Les deux ont 4 sommets de degré 4. Donc, je vous invite à aller chercher si ça vous intéresse. Donc, ça, encore une fois, c'est un invariant qu'on a vu dans la dernière vidéo. Et donc, pour être capable de montrer que c'est deux graphes différents, ben, il va falloir utiliser le théorème qu'on a vu dans la vidéo 2 pour montrer que non, il n'y a pas un isomorphisme entre ces deux graphes-là. L'idée va être d'aller nommer les sommets de carbone qu'on a ici. On va aller les renommer dans le deuxième dans le deuxième graphe, pardon. Et là, ben, on peut montrer que peu importe comment on essaierait de faire, ça va être impossible d'aller préserver l'adjacence entre les sommets C et D. Donc là, ici, on voit le A touche à B, B touche à C, C touche à D. En fait, quand je dis touche, c'est sont adjacents. Donc là, on aurait que A est adjacent à B, B est adjacent à C. Et si on fait ça, ben, peu importe là, où est-ce qu'on va placer notre C et notre D, ces deux sommets-là ne pourront jamais être adjacents. Donc, la fin de la remarque, là, ce serait que C et D sont adjacents dans butane, mais ne peuvent l'être dans isobutane. Et donc la conclusion de ça, c'est que butane n'est pas isomorphe à isobutane par le théorème qu'on a vu
aux dernières vidéos. Et donc, ce qu'on peut faire avec ces choses-là, c'est qu'on peut se demander, donc, ça serait quoi tous les isomères possibles d'un hydrocarbure qui nous est donné? Ça pourrait être une question qui est intéressante. Évidemment, ce qu'on se demanderait, c'est quoi tous les isomères à isomorphes près? Donc, on ne voudrait pas avoir deux fois, on ne voudrait pas donner deux graphes qui sont isomorphes, mais on vraiment donner tous les graphes possibles qui ne seraient pas isomorphes, là, comme le butane et l'isobutane. Donc, on va revenir un petit peu aux arbres là, avec la prochaine section ici. Donc, on a une terminologie. Donc, je vous ai déjà dessiné un arbre ici. Je vous ai identifié certains sommets. Donc, on a R, A, B, C, D, E, F. Et on va faire un petit peu de vocabulaire là, lié aux arbres. Donc, on va dire que A, c'est le père du sommet B. On va aussi dire que A, c'est l'ancêtre des sommets en dessous. Donc, c'est l'ancêtre de B, C, D, E et F. On va dire que E, c'est le fils de C. Et de la même manière, on va dire que B, C, D, E et F sont les descendants de A. On va dire que C et D sont frères. On va dire que D, E et F sont des feuilles. Donc des feuilles, essentiellement, c'est qu'on va être au bout d'une branche. Donc au bout où est-ce qu'il n'y a plus rien après, mais vraiment quand on part de la racine et qu'on descend. Ensuite de ça, on va dire que A, B et C sont des nœuds internes. Donc essentiellement, il y a quelque chose avant et il y a quelque chose après. Ensuite, on va dire que la hauteur du graphe est 4. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compte à partir du premier niveau. Donc, le niveau ici, ça serait la hauteur 0. Ensuite, le niveau ici, ça serait la hauteur 1. Le niveau ici, c'est la hauteur 2. Le niveau là, c'est la hauteur 3. Et ici, c'est 4. Donc, on commence à compter à 0 et on monte. Donc, c'est le nombre d'étages qu'on a finalement, là, sans compter le rez-de-chaussée. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, c'est... Ah oui, on a sous-arbre aussi. Donc, dernière chose. Donc, peut-être ici, on va faire un dessin. Donc, si je prends B, C, D, point, point, point. Donc, ça ici, c'est le sous-arbre. Donc, le sous-arbre de T de racine petit b. Donc là, ici, là, j'utiliserais T pour dénoter vraiment l'arbre qui est ici, donc T pour tree, donc, un arbre. Donc le sous-arbre de T de racine B, c'est qu'on va prendre le sommet B ici et on ramasse tout ce qui est en dessous. Donc ça donne le sous-arbre qui est ici. Une autre manière qu'on pourrait avoir d'aller calculer la hauteur du graphe, là, si vous voulez, c'est qu'on part de la racine ici et on regarde, mais c'est quoi le chemin le plus long qu'on est capable de faire. Donc ici, dans ce cas-là, le chemin le plus long, ce serait de longueur 1, 2, 3, et là, on pourrait finir soit à E ou à F avec 4. Et c'est pour ça là, que j'ai fait la numérotation ici. Là, ça correspond vraiment à la longueur du chemin à partir de la racine. Donc, c'était ça là, la terminologie qui était en lien avec les arbres.